on est ensemble jusqu'à 23h et on va parler donc de l'adversaire de Marseille, Ostende, joli port de pêche, avec Sacha Tavoleri, notre spécialiste du football. Salut Sacha. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de ce club Ostende qu'on ne connaît pas bien pour tout te dire? Est-ce que c'est un bon tirage pour l'OM ou est-ce que l'OM est un bon tirage pour Ostende? Je mentirais en disant que évidemment l'OM n'est pas favori. Il semble évident que l'Olympique de Marseille arrive avec un statut de favori, ça c'est sûr. Après, effectivement, au stand il y a de la qualité. Ça, il faut pas non plus négliger. La pire chose que l'Olympique de Marseille pourrait faire, c'est de démarrer en se disant que le match est déjà clôturé et que ce n'est qu'une formalité quelque part. Parce que c'est tout sauf une formalité. Il y a vraiment des joueurs de très très grande qualité. Qui par exemple par exemple l'international belge Nicolas Lombard, qui a quand même refusé pas mal de gros clubs, dont le Sporting d'Anderlecht, parce que Mark Cook, qui est un président assez emblématique et assez particulier en Belgique, a très bien travaillé pour le recruter. Donc ça fait déjà un joueur en plus d'une très grande expérience pour cette saison et pour jouer contre l'Olympique de Marseille. Ah, c'est Mark Cook qui est président de Ostende. Voilà, exactement. C'est Mark Cook. Okay. Et qui est aussi actionnaire minoritaire d'ailleurs du LOSC. C'est le mec de Lille là. Voilà, et d'où le fait que Depréville, qui était à Ostende, soit prêté à Lille. Oui, voilà, il y avait des problèmes de sous apparemment du côté de Michel Sédou à l'époque, et notre ami Mark Cook est venu un petit peu aider. Voilà. Parce que Depréville est un joueur d'Ostende. Exactement. Et alors, d'une manière générale, c'est une équipe très très plaisante à regarder. C'est pour moi véritablement l'équipe du futur en Division 1. Ça, je vous le dis parce qu'ils travaillent avec une belle base justement de réflexion. Il y a 2 ou 3 agents qui gravitent autour du club grand maximum, qui sont choisis par le directeur sportif pour justement avoir une vision à long terme. Ce sont des personnes de très grande qualité, par exemple comme monsieur Didier Frenet, qui est un grand agent en Belgique, qui a beaucoup de joueurs et qui travaille en amont avec le directeur sportif. Et suite à ça, évidemment, il peut faire les bons choix et il travaille avec une vraie réflexion sur le long terme. Par exemple, lorsque Landry Di Matta est arrivé à Ostende, c'était l'année dernière, il est arrivé pour 500 000 € parce qu'au Standard de Liège, on ne lui faisait pas confiance. Or, il a réussi une très très belle saison et il a été transféré pour 10 millions d'euros à Wolfsburg. Donc c'est un petit peu le type de transfert et la manière de travailler qui est celle de Ostende et de Luc Devroux, donc le directeur sportif d'Ostende. En ce moment, il a été remplacé par les amis, ou je ne sais pas si toi, Jonathan, par exemple, tu aimes bien Football Manager, mais il est en fait évident que Richard je sais même pas ce que c'est. Alors, tout le monde pense que j'ai joué. Non, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais vu la gueule du truc. Non, mais je sais, j'ai jamais vu la gueule du truc. Bon, en 2 mots, c'est un club en devenir. J'ai jamais de console de C'est un club en devenir, c'est le futur de la Belgique. Non, sérieux. C'est le futur. On s'en fout un peu en fait, pour tout vous dire. On va parler des sons qui échappent de ce plateau. Je vous rappelle que voilà, il y a une réunion à Saint-Cloud en ce moment qui est très importante. Comme la conférence de presse. Quel aplomb, monsieur Gautreau. Bien sûr, attends, mais bon, alors, on va revenir au Carvé au stand. Mais tu n'es pas au courant en fait qu'il y a un énorme week-end hippique et que demain à 13h il y a les courses RMC qu'il faut suivre. Je vais pas réussir à dormir. Très important. Sacha, un mot juste sur comment ça a été ressenti sur place là en Belgique, le tirage au sort, enfin par les supporters d'Ostende, parce que l'OM pour le coup c'est pas un bon tirage pour eux, j'imagine. Bon, ils sont tous heureux. Tout le monde est très très content de recevoir Marseille, qui est vraiment en Belgique un club emblématique, sur lequel on a évidemment qui a une excellente image, qui travaille justement cette année très très bien pour retrouver et redorer encore un petit peu plus son blason. Donc dont le président d'ailleurs Mark Cook, qui a tweeté des choses assez comiques en disant qu'il va créer une bouillabaisse ostendaise pour la venue des Olympiens. Donc c'est assez intéressant. Il y a une bonne ambiance et vous le verrez. Enfin, les journalistes français en général avec qui j'ai pu parler là aujourd'hui sur le match, je leur ai tous dit il y a une excellente ambiance. La presse est très très bien reçue. C'est sympa. C'est un nouveau stade. C'est très très bien au stand. L'équipe de France s'était arrêtée pendant l'Euro 2000. C'est flamand au stand. Lors d'un Euro. Les KV, c'est Koninklijke Football, c'est-à-dire club de foot royal de stand. C'est sur la côte.
Exactement. Oui, au stand, oui. Il y a eu quelques débarquements, liés sur le stand. C'était là que l'équipe de France, en l'Euro 2000, s'était arrêtée dans un hôtel et il y avait un énorme problème avec la presse à ce moment-là, puisque... c'est quand le maire, futur sélectionneur n'avait pas souhaité parler... Absolument. Deschamps, en l'occurrence. Il y avait le maire et Deschamps. Le maire était descendu pour dire que Deschamps ne parlerait pas. Non, c'était Deschamps, pardon. Moi, je conseille à tout le monde d'aller donc suivre l'OM parce que quand même... La région flamande, c'est quand même la région en Europe où il y a les plus jolies filles au monde, quoi. Ouais, il y a aussi des bonnes gaufres, d'ailleurs. Les filles sont les plus belles filles d'Europe. Ouais, t'es pas allé à Kiev alors? T'es pas allé à Kiev, t'es pas allé à... Je vais vous apprendre quelque chose, monsieur Manardo. Kaunas, en Lituanie. La moitié des jeunes filles qui sont dans des agences de mannequinat à Paris viennent de cette région-là. Ah, d'accord. Mais moi, elles sont toutes grandes, blondes. Il n'y a pas que les mannequins. Les mannequins, pardon, mais pas que le mannequin. Si vous aimez les grandes blondes toutes maigres, c'est non. Kaunas, c'est là où avait. Tu te parles d'Ostende ou qui a abrité l'équipe de France où il y avait eu un problème avec le sélectionneur. Moi, je vous parle de Kaunas, et non pas Kaunas. Kaunas en Lituanie où l'équipe de France a joué à 2 reprises des matchs de qualification. Là-bas. Pour être tout à fait complet, on remercie Sacha pour toutes ces infos. On retrouvera également aussi, bien sûr, à l'occasion du match Marseille contre Ostende. On rappelle que Bordeaux ne connaît pas son adversaire parce qu'il y a un match à disputer entre Kaliu, c'est l'équipe estonienne, et Videoton, l'équipe hongroise. Alors Videoton, c'est jamais revenu. C'était pas le premier match européen, mais c'était une élimination du Paris Saint-Germain contre Videoton. Sans gloire. Sans gloire, oui. C'est l'heure de mon avis tranché, mais on va rebondir sur ce tirage au sort de Nice contre l'Ajax, puisque mon avis tranché concerne Nice. Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. C'était un guignol. Absolument, je confirme, monsieur Las. Je vais parler de Nice parce que avant même le tirage au sort, je voulais faire cet avis tranché hier, et voilà, même si c'est l'Ajax, je confirme en disant que finalement, il faut toujours se replacer à la fin de la saison dernière en se disant tiens, qu'est-ce qu'on craignait, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer. On pouvait imaginer un départ de Favre, c'était même probable à un moment donné, on a vraiment pensé qu'il irait à Dortmund. On pouvait imaginer un départ de Série. C'était plus que probable, on a même parlé au PSG à un moment donné. On pouvait imaginer que Balotelli ne resterait pas, même si c'était pas, pour moi, la priorité des priorités dans les dossiers niçois. C'était un joueur emblématique. Et au final, on a donc Favre qui reste, sans doute un peu contre son gré, parce qu'il aurait préféré Dortmund, mais qui reste et qui maintenant est heureux de rester. On a Série, c'est quand même la grande nouvelle, je trouve, de la semaine dernière, qui a priori, en tout cas, devrait rester. C'est ce qu'a déclaré Favre, c'est ce qu'ont déclaré les dirigeants niçois. On a Balotelli qui finalement, donc, prolonge entre guillemets, même si il était libre, j'imagine, à la fin de son contrat. On a recruté donc Les Melou, qui est un très bon joueur qu'on connaît, Dijonais, et on sait la capacité que Favre a bonifié ces joueurs-là. Makengo, Tamez, c'est plus jeune, mais c'est intéressant. Et puis surtout, on l'a déjà dit dans l'after, on avait Arnaud Souquet récemment. Le retour de Cyprien dans quelques semaines. Pléa qui est déjà lui de retour. Quelques mois. Quelques mois pour quelques semaines pour l'entraînement collectif. Il nous a vu en septembre et Pléa qui est déjà prêt. Ce que je veux dire, c'est que cette équipe-là, on pouvait penser en gros à une petite explosion parce qu'on s'est dit comment va-t-on gérer cette deuxième saison après l'exploit de la 3e place. En tout cas, ça n'a pas explosé. Il y a une véritable équipe. Je pense que le principal, c'était le Favre, et que Favre étant resté, on garde une idée dans le jeu, dans la direction et dans la gestion de l'effectif qui est la même. Donc, on a une équipe qui est, à mon avis, toujours présente et qui est prête. Et même là, par rapport à l'Ajax, qui à l'inverse, c'est très intéressant de voir finalement des effectifs comme ça qui sont chamboulés. L'Ajax qui perd beaucoup de joueurs, qui va manquer du monde, on l'a dit, dès la fin juillet. Même là, pour ce match de fin juillet, Nice est déjà prêt. Donc je suis optimiste pour Nice, mais pas seulement sur l'histoire de la Ligue des Champions, parce que je ne sais pas ce qui se passera en barrage derrière. On rappelle qu'il y a non seulement le 3e tour préliminaire, mais que derrière, il y a les barrages avant d'éventuellement aller en poule. Mais je suis assez optimiste, surtout pour une chose, c'est pour ce qu'a fait Nice l'an dernier, c'est-à-dire le jeu qu'ils ont proposé, ce qu'ils ont proposé. C'est-à-dire que je pense que regarder Nice restera un des musts de la Ligue 1. Peut-être qu'ils n'auront pas tout à fait la même réussite. On se souvient que Favre l'a souvent dit dans ses confs de presse, souvent à la fin des matchs, qu'il avait gagné par un but d'écart en disant en début de saison, on pouvait le perdre. Et peut-être cette année ils le perdront. Je ne dis pas qu'ils seront sur le podium, mais je pense qu'en tout cas l'ADN et l'histoire un peu en progression de Nice là qu'on a vu en termes de jeu et en termes d'amour de ce qui s'est passé l'an dernier autour du club, je crois que cette histoire-là, elle continue en tout cas, et donc finalement je suis assez optimiste. Je suis optimiste. Pas mal. Non, vas-y François, je trouve. Non, moi j'ai pas un optimisme débordant parce que c'est un équilibre fragile puisqu'il est un peu trop relié aux destinées de l'OGC Nice sur la scène européenne.
Et quand je parle de destinée, je parle en termes de transfert. Ils ont perdu Ricardo Pereira qui était en fin de prêt et qui rentrait à Porto. C'est un gros manque. Bon, on connaît le feuilleton d'Albert qui, je l'espère, va trouver une issue très rapidement dans un sens ou dans l'autre, parce que s'il part, il faudra lui aussi le remplacer. Et le jeune Boscali, qui est bon, mais qui est trop jeune, surtout. Ricardo Pereira, je disais hier soir, il y a peut-être une affaire à faire pour le remplacer. C'est que comme Corchia arrive à Séville, Mariano qui peut être sur le marché et qui peut être à un prix abordable pour l'OGC Nice et qui est un bon. Maintenant, Série, je pense que c'est pas complètement fini non plus. Donc, avec quel matériau Nice va pouvoir se hisser dans la phase de groupe? Mais on parle beaucoup de la Ligue des Champions. Je pense que si on est un peu plus réaliste, il faudrait peut-être, parce que si tu passes l'Ajax, ce qui serait déjà pas mal, après tu vas hériter d'un plus gros poisson au flot pour les playoffs, pour le tour préliminaire, et je pense que l'Europa League, encore cette année, est conforme à ce que cet effectif peut espérer faire, à sa dimension. J'ai une question, François. Si Jean-Michel Seri joue contre l'Ajax, est-ce qu'il peut, s'il changeait de club, est-ce qu'il pourrait rejouer la Ligue des Champions? Je pense pas. Tu penses pas? Ok, donc on va avoir déjà beaucoup de réponses sur ce match-là. Ça va déjà apporter beaucoup de réponses. Mais je pense que l'Europa League est plus dimensionnée, par rapport à ce club. Maintenant, c'est vrai qu'alors il y a un truc de base, c'est quelle que soit la compète, que ce soit Europa League ou Ligue des Champions, s'il y en a une, ça va être la gestion des deux compètes nationales et européennes qui va sans doute être un peu le juge de paix. Je pense qu'ils n'ont pas un effectif assez dense pour l'instant pour se permettre de jouer sur 3-4 tableaux à la fois. Après, je suis d'accord avec toi, Florent, dans la mesure où je pense que ce club est en progression constante, pas depuis la saison dernière, mais depuis 4 ans. Je pense que la saison où il joue la relégation, après cette très belle saison, portée notamment par le duo Civilis-Vitanich, je pense que c'était plus un accident, un concours de circonstances. Le club progresse d'une manière continue. Le club s'est structuré d'une manière très très professionnelle. Je pense c'est le club qui s'est le mieux structuré depuis ces dernières années. En septembre, le centre d'entraînement qui va... Exactement, j'allais y venir, Et surtout, ce que je vois, c'est que peu importe en fait ce qui va se passer contre l'Ajax, je pense que le mercato niçois n'est pas terminé et que on va avoir des réponses très très nettes. Donc comme je le disais, si Jean-Michel Seri joue ou pas ces matchs-là, et je pense que qu'ils se fassent éliminer ou qu'ils se fassent pas éliminer, ils auront une vision plus claire du budget à disposition et qu'il y aura d'autres arrivées qui se feront et qui renforceront cet effectif, qui sera encore, à mon sens, un des protagonistes de Ligue 1. Jérémy est avec nous, supporter de Nice. Salut Jérémy. Bonsoir Flo, bonsoir messieurs. Bienvenue dans l'after. Jérémy, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es optimiste? Optimiste, tu veux dire sur le tour de Ligue des Champions ou sur la saison Non, moi je parle en général, parce que moi je suis sur l'idée que, en gros, tu as envie de voir s'ils sont capables de reproduire un peu ce qu'ils ont fait dans le jeu, dans les résultats aussi, bien sûr. Et moi je suis plutôt optimiste parce que si tu veux, si tu avais perdu Favre, si tu avais perdu Seri, je sais pas où tu en serais en gros là aujourd'hui en fin de mercato. Après, mais Seri, tu risques encore de le perdre, Flo. Peut-être, mais bon, il est là. On va voir s'il joue contre l'Ajax. Optimiste. Excusez-moi du terme, mais on a un peu le cul entre deux chaises, très clairement. On a le phénomène qui fait qu'on a fait une saison fantastique. On avait espoir de garder tous les joueurs qu'on avait pu avoir l'année dernière, ce qui n'a pas été le cas, parce qu'on a quand même eu des grosses pertes qui sont pour le moment, je dis bien pour le moment, pas remplacées. C'est effectivement le phénomène et l'épisode Lucien Favre a été compliqué à gérer, donc ça nous a plus ou moins rassurés. Mais à ce jour... quand je vois tous les clubs de Ligue 1 qui ont mis pas mal de moyens pour le recrutement, donc qui nous ont dépassés en valeur intrinsèque d'effectifs par rapport aux nôtres, et nous on a du mal à faire démarrer notre mercato du fait qu'on fait partie de cette catégorie de clubs. Si on veut faire des gros coups comme Dante ou Balotelli l'année dernière ou Belhanda, il faut qu'on attende les derniers jours du mercato pour avoir les joueurs libres ou pour avoir des joueurs qui souhaitent venir jouer chez nous, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Dans l'effectif global de ce 14 juillet, je te dirais non, je suis pas spécialement optimiste pour faire le top 3. Mais est-ce que Nice est programmé pour faire le top 3 chaque saison? Non, mais le top 5, oui. Dernièrement, je pense que si on fait déjà un top 6 l'année prochaine, top 5, on sera déjà moi, je pense que vous pouvez jouer les 5 sans problème. Jouer plus haut, même s'il veut jouer plus haut. Mais là, dans l'effectif actuel, par rapport à ce que nos concurrents se sont structurés, on n'est pas capable de jouer plus haut, très franchement. Alors, un mot sur le tirage, là, pour le coup, pour revenir à ce qu'on a vécu aujourd'hui, l'Ajax. Le tirage, on le savait très bien. Les 4-5 clubs qui nous étaient lancés n'étaient pas tête de série. Finalement, je me dis, mis à part le coup de massue qu'on a pris à 13h, parce que tu dis merde, c'est compliqué, mais finalement, avec le recul, c'est super. On a un match fantastique à jouer dans 10 jours à l'Alliance. Il va y avoir une super ambiance. Et puis
Et puis si on fait un bon résultat au match aller, on verra ce qu'on fait au retour. Mais comme disait François de toute façon tout à l'heure, on sait très bien que quand on n'est pas tête de série comme on l'était, on a 2 matchs extrêmement compliqués, parce que même si on passe Ajax, on prendra un très très gros derrière en barrage. Donc si on est en Ligue des Champions cette année, c'est l'apothéose, c'est fantastique. Mais franchement, là vraiment, j'aime pas cette phrase quand ils le disent en interview, on prend match par match, mais là c'est la vraie réalité, il faut prendre match par match. Quoi. Là, c'est vrai que c'est un beau début de saison, c'est vrai d'une part, et puis après tu verras bien effectivement sur qui tu tombes. Parce que si tu te qualifies, si tu passes les 2 tours, là bien entendu on va avoir des joueurs qui vont se présenter à nous, on aura un budget encore plus conséquent. Exactement. Pour faire un recrutement sur la dernière semaine du mois d'août qui aura encore plus de gueule. Mais là battre l'Ajax, c'est déjà fantastique. Et derrière, tu peux prendre des clubs, je sais plus, je crois que c'est Liverpool ou Naples ou des gens comme ça. Enfin, bon, c'est énorme pour un club comme le nôtre. C'est très difficile, quoi. Ouais, Jérémy, je me suis peut-être trompé aussi en réponse à Jonathan. Sur le Q3, peut-être qu'il peut jouer après Martial, la phase de groupe. On a un exemple. Il peut jouer la phase de groupe. Martial avait joué le barrage avec Monaco et la Ligue des Champions avec Manchester United. Exactement. En revanche, par rapport à ce qu'il disait, si jamais Nice arrive à se hisser en phase de groupe et qu'effectivement, ça va grandement, sensiblement favoriser le marché des transferts à l'avantage de l'OGC Nice. Quand on voit, et on se rappelle, la qualité de l'effectif de Leicester qui arrive à se hisser jusqu'en quart de finale de Ligue des Champions, on peut rêver. Je dis bien rêver. On remercie Jérémy qui est avec nous au 32-16. Dans quelques instants, ce sera les derbys les plus chauds de la planète. Alors vous pouvez commencer à donner vos idées de derby sur le hashtag RMC. On va redéfinir un peu entre nous quand même le derby, la région, la ville, et puis chaud. Est-ce que c'est l'ambiance, est-ce que c'est l'agressivité? On va en parler dans quelques instants. Derby, c'est une question géographique. Oui, mais d'une part, mais déjà les gens savent. Sociétal, géographique. Non, mais les gens vont vous donner eux-mêmes des parce qu'il y a quand même des petits malins qui nous ont dit que Feyenoord-Ajax c'était pas un derby, quoi. On va en parler dans quelques instants. Ne vous affolez pas, nous avons du temps, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. L'after est avec vous, à tout de suite dans l'after.